Donc effectivement, maintenant, on vous propose de vous plonger au cœur des habitudes touristiques de nos concitoyens, les Bourguignons franc-comtois, puisque la région, elle attire non seulement, bien entendu, des visiteurs du monde entier, mais elle attire également ses propres habitants. Et pour échanger sur ce sujet, on a proposé donc d'avoir un échange avec donc, Isabelle Godessiner, que je vais appeler, qui est dans la salle, qui va nous retrouver là sur la scène. Jean-Michel Tissot, qui est le directeur tourisme du Cassisium à Nuits-Saint-Georges. Je t'invite également à nous rejoindre. Pascal Schulz, chef de projet attractivité et rayonnement à Grand Besançon Métropole. Jean Pinard, qui est l'ancien directeur du CRT Occitanie, qui est également avec nous et qui a notamment fait du L de loisirs un enjeu stratégique pour la région Occitanie et ses habitants. Mais avant de leur passer la parole, donc je les invite à s'asseoir, allez-y. Et donc, avant de leur passer la parole, je voulais simplement vous rappeler quelques chiffres pour susciter notamment un peu votre intérêt. C'est qu'un touriste français sur 4 en Bourgogne-Franche-Comté est un habitant de la région. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant de se poser ce genre de questions. Et en 2023, c'est pas moins de 11,8 millions de nuitées qui ont été passées par nos concitoyens dans leur propre territoire. Donc, si les Bourguignons franc-comtois représentent plus de 15% des nuitées françaises dans la région, on observe en 2023 une légère baisse. Et les séjours, par contre, sont vraiment répartis toute l'année, ce qui est quand même assez intéressant pour nous. Et afin de mieux comprendre ce phénomène et de cerner les aspirations touristiques de nos habitants, donc on a mené une étude auprès de 3500 d'entre eux, donc ce qui est quand même relativement significatif comme panel, pour pouvoir essayer de dresser un panorama précis de cette consommation de l'offre touristique et de loisirs par les habitants de la région, mais surtout d'identifier les pratiques des habitants de Bourgogne-Franche-Comté en fonction des différentes filières touristiques. Donc je vais poser 2-3 questions à nos différents intervenants qui sont présents là pour cette table ronde. Les premières questions, je vais les adresser à Jean-Michel. Jean-Michel, parmi les visiteurs du Cassisium, quelle est ta proportion d'habitants? Alors, au Cassisium. Tu peux peut-être présenter ce qu'est le Cassisium, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas. C'est peut-être pas idiot. Ah, ça ne marche pas. Ça marche comme ça? Parfait, j'entends. Okay. Ouais. Bonjour à tous. Le Cassisium, c'est un site de tourisme, de spiritourisme, de no-tourisme autour du Cassis, ouvert depuis 2001 et c'est environ 50 000 visiteurs par an, dont 20% d'étrangers. Voilà, avec une visite de la partie distillation et macération du cassis Védrenne, avec une muséographie, une dégustation et bien sûr une boutique à la sortie. Voilà. Alors Sophie, pour reprendre ta question, donc 50 000 visiteurs à peu près, 20% d'étrangers, donc il reste 40 000 Français. Sur les 40 000 Français, j'ai à peu près 25% de Bourguignons franc-comtois. Le département principal, c'est le 21, ensuite le 71, le 39, puis le 25, et ensuite ça se disperse un petit peu entre les autres départements. Et les habitants, c'est quoi leur motivation lorsqu'ils visitent le Cassisium? Est-ce que c'est plutôt pour une approche un peu plus pédagogique, visite guidée, ou est-ce que c'est plutôt pour un aspect plus divertissant? Alors, les deux, en général. Les deux, parce qu'au Cassisium, le choix avait été fait de faire pas un musée non de la société Védrenne, mais un musée du cassis en général. Donc il y a un aspect pédagogique, parce qu'on a un circuit qui est dédié aux familles. On a en plus de la dégustation d'une 50aine de parfums de sirop, donc ça fonctionne bien pour tout ce qui est famille avec les enfants, plus ou moins jeunes. Après, au niveau dégustatif, on a de la chance, et avec la mode des cocktails, de faire déguster soit nos crèmes, nos cassis, nos liqueurs, et bien sûr de faire découvrir nos produits autour des cocktails qui sont à la mode actuellement depuis plusieurs années. Et on a développé un produit à base
de produits gastronomiques du terroir autour du cassis, que ça parle de la moutarde au cassis, du ketchup de cassis, la terrine au cassis, etc., tous les midis. Donc ça fonctionne plutôt bien depuis plusieurs années. Merci. Et donc ma dernière question, c'est est-ce que tu observes une certaine fidélité? Parce qu'a priori, tu as un programme ambassadeur et ça a peut-être quand même un petit rôle dans la fidélisation de ta clientèle. Tu peux nous en dire plus? C'est juste, Sophie. Donc depuis 2010 environ, on a créé une carte ambassadeur qui donne la gratuité au bout de trois visites sur le site. Donc pour le couple en général, et s'ils viennent avec 3-4 personnes supplémentaires, ben les autres payent le prix normal. On a un fichier d'environ 5000 ambassadeurs. Alors c'est 2500, mais comme c'est des couples, ça fait à peu près 5000. Voilà, et il y a une récurrence au moins deux visites par an sur la plupart des gens, et c'est des cibles qui viennent de Côte d'Or, de Saône-et-Loire, assez proches, hein, à moins d'1 heure de route. Comme on est sur l'axe A6, c'est quand même plus facile. Et comme on a également des soirées à thème autour des cocktails ou des visites théâtralisées ou des murder parties. Donc ça en fait partie, et ça nous permet d'avoir un fonds de clientèle, que ça soit en saison, mais surtout en hors saison. Merci Jean-Michel pour ces précisions. Je vais passer la parole à Pascal. Pascal, je te laisserai te présenter, mais je voulais simplement te poser la question, c'est quelle proportion de visiteurs sur les sites de l'agglomération du Grand Besançon sont des habitants? Est-ce que tu as majoritairement des habitants ou pas? Et comment est-ce que tu te présentes? Ça serait bien que tu nous dises qui t'es et ce que tu fais. Oui, alors moi je m'occupe des projets pour développer l'attractivité et le rayonnement du Grand Besançon, et en particulier de projets touristiques, mais on était sur la question des tournages tout à l'heure, donc c'est, on va dire, périphérique peut-être au tourisme, mais de plus en plus en synergie, donc ça fait aussi partie de ce dont je m'occupe. J'ai aussi travaillé à la Citadelle pendant pas mal de temps, Besançon. Et pour répondre à ta question, Sophie, en fait, la Citadelle, qui est le site majeur de notre agglomération, un peu moins de 300 000 habitants, bon an, mal an, il y a effectivement une majorité de clientèle locale, régionale. Avant la fusion des régions, je me souviens que la répartition, elle est toujours d'ailleurs à ce niveau-là, c'était 50% de francs-comtois, dont la moitié de grands byzantins, donc vraiment du local. Et ça n'a pas beaucoup bougé, j'ai regardé un peu les dernières statistiques, on est à peu près dans la même proportion. Et donc si on ajoute les gens du 21 notamment et du 71, qui sont les deux départements bourguignons les plus proches, ben on atteint 60% de la fréquentation, ce qui est beaucoup. Ce n'est pas le cas exactement dans d'autres sites. Par exemple, la maison Victor Hugo accueille plus d'étrangers en proportion. Il y a la notoriété de Victor Hugo international, donc touristes asiatiques, etc. Mais on est quand même sur une très forte consommation locale, on va dire, qui est un peu amoindrie en été, puisqu'en été, on a pour le coup effectivement des étrangers, notamment pas mal de Néerlandais, de Belges, Anglais, etc., qui fréquentent notre destination. Merci. Et est-ce que tu penses que l'organisation d'événements, parce qu'à Besançon, vous êtes pas mal mobilisés pour l'organisation d'événements temporaires, notamment dans les grands sites, est-ce que ça a véritablement aidé à fidéliser également les habitants Certainement, et en tout cas on y travaille, c'est aussi le sens de pas mal d'événements qui sont organisés. On organise avec nos collègues des sites UNESCO depuis maintenant quelques années les apéros avec vue, donc clairement c'est plutôt un produit qui est destiné à des locaux, des excursionnistes ou même des byzantins. On a vu aussi que le Monet, qui est présent au Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, a suscité un engouement, on va dire, en particulier local. Alors que par exemple en parallèle l'exposition qui est Made in Germany, qui se fait en partenariat avec Dijon aussi, et Unterlinden à Colmar, là c'est plutôt une clientèle un peu plus lointaine. Donc on peut observer qu'effectivement les événements nous aident à fidéliser ou à fixer un peu une fréquentation locale. Et j'ajouterais aussi, on a un positionnement autour de l'outdoor, et on a un événement qui s'appelle Grandes Heures Nature, et qui est vraiment un événement qui devient régional, beaucoup plus que national, effectivement, oui. Et comment est-ce que le Grand Besançon s'assure, entre guillemets, que les sites culturels répondent vraiment aux besoins et aux attentes des publics locaux? Est-ce qu'il y a une démarche plus spécifique qui est mise en place? Est-ce qu'il y a des programmes qui existent, des cartes de fidélité, j'exagère, mais pas loin, sur ce type de projet? Il y a deux types d'actions. Il y a effectivement la fidélisation au sens fréquentation, c'est-à-dire par exemple, on a des passes famille.
On a des abonnements pour la plupart des sites, et en particulier à la Citadelle, c'est très fort, on va dire, puisque il y a des familles qui reviennent 3, 4, 5 fois par an à la Citadelle. Et le deuxième volet des actions, c'est effectivement tout ce qu'on peut mettre en place pour, je dirais, répondre aux attentes de ces publics différents, et en particulier le jeune public, le public familial. Donc, je recite la Citadelle, mais c'est le cas aussi de Musée des Beaux-Arts. Il y a des ateliers vraiment dédiés jeunes publics, il y a des visites dédiées jeunes publics, et on essaye d'avoir aussi des offres ludiques. Par exemple, on va être cette année sur la 3e édition d'un escape game qui a été créé par un collectif byzantin dans une église autour de l'histoire de la création du Musée des Beaux-Arts d'Archéologie, les collections de Besançon. Et ça cartonne, comme on dit. Et là, effectivement, on s'adresse plutôt à un jeune public, enfin un public familial, et un public, je dirais, de vingtenaires, trentenaires. Merci. Je vais compléter l'échange avec Isabelle. Isabelle, donc, qui nous a accompagnés pour cette étude. Isabelle, lors de mon introduction, j'ai évoqué quelques chiffres concernant la part des habitants de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, vous avez réalisé donc, cette étude pour Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Est-ce que vous pourriez nous présenter, puisqu'on a prévu quelques diapositives, les principales conclusions de cette étude ? Très bien. J'ai un petit peu besoin de mes mains. Donc, je suis Isabelle Gottesdiener, je travaille dans un cabinet qui s'appelle Init Marketing, et je voudrais remercier déjà Bourgogne-Franche-Comté Tourisme de m'avoir donné l'opportunité de mener cette belle étude auprès de vos habitants, puisque j'ai bien vu que c'était un sujet central, ils sont au cœur du schéma. Et donc, on a fait une étude dont je vais vous présenter seulement quelques résultats, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. On n'a pas le temps de faire le tour entièrement de cette étude, mais je sais que ça sera mis à votre disposition sur vos outils habituels. Alors, pour vous rappeler et vous présenter, à ceux qui ne le savent pas, les objectifs de cette étude, l'idée, c'était d'appréhender dans un détail le plus possible les pratiques des habitants en matière de tourisme et de loisirs dans leur région, afin de comprendre le marché, de guider les filières et d'optimiser la promotion. Donc pour ce faire, on a dressé un état des lieux très complet, très détaillé de ce que font les habitants, avec qui, où, comment, pourquoi, d'aller comprendre et de faire le détail des activités de loisirs qu'ils pratiquent et de tourisme dans la région, et puis de détailler la façon dont ils vont s'informer, toutes les modalités d'information ou comment ce qu'ils préfèrent comme médias. Pour faire cette étude, on a interrogé un échantillon représentatif des habitants de la région. On a pu collecter presque 3500 questionnaires à un près par les réseaux sociaux et par un panel de consommateurs classiquement utilisés dans les études. Et on a travaillé en fin d'année dernière jusqu'à début janvier. Donc je vais commencer tout de suite par les pratiques des habitants, avec un point sur les taux d'excursionnistes et les taux de séjournants qu'on a pu observer. Vous voyez qu'on a une mobilité qui est assez importante dans les 12 derniers mois qui ont précédé l'enquête, puisqu'on a 60% des habitants qui nous ont dit avoir fait une excursion ou un séjour en Bourgogne-Franche-Comté au cours des 12 derniers mois. Vous voyez aussi que les excursions pèsent presque 2 fois finalement les séjours, puisqu'on a 50% des habitants qui nous disent avoir fait une excursion dans leur région, c'est-à-dire une visite touristique à la journée, et puis 27% avec un séjour comprenant une nuit en dehors de leur domicile. On a 23% qui ont fait un déplacement professionnel, et on ne va pas vous le présenter là, mais c'est aussi l'occasion de faire des activités de tourisme et de loisirs. Et puis, on a un tiers des habitants qui ne font ni excursion, ni séjour, ni déplacement professionnel, en tout cas au cours de l'année. On va aller voir dans le détail ce qui se passe pour chacune de ces pratiques. Donc des excursionnistes qui sont en quête de découverte dans la convivialité. Vous voyez que quand on leur demande pourquoi est-ce qu'ils aiment finalement faire des excursions dans cette région, la première attente, c'est la découverte de nouveaux endroits. 85% des habitants qui font des excursions cherchent à découvrir leur région et surtout de la nouveauté. Tout ça dans une ambiance de convivialité, de partager un moment en famille, de partager un moment entre amis. On verra tout à l'heure que
inviter des amis à faire une excursion est une des pratiques assez importantes de vos habitants. Et puis, rencontrer des gens, des nouvelles personnes, ouvrir son champ de relations. La culture est très présente aussi. 72% cherchent à se cultiver à travers ces excursions. Et on verra comment ils font pour se cultiver. Et puis, apprendre des choses, assister à un événement particulier, que ce soit un concert, un festival, une exposition. La détente, pour 61%, s'évader de son quotidien, c'est aussi un des objectifs de ces excursions, moins qu'un moment romantique qui vient clôturer ce classement des motivations à faire une excursion. Si on s'intéresse au séjour cette fois, pourquoi est-ce qu'on choisit de rester dans sa région pour faire un séjour touristique? Eh bien, d'abord, c'est parce qu'on trouve que cette région, elle est très belle. Il y a des paysages très variés. Il y a beaucoup d'activités à faire dans la région. Et donc, on aime sa région. On est fier d'y habiter. On est fier de la découvrir. Et puis, évidemment, un aspect pratique, c'est pas très loin de chez moi, c'est pratique, c'est proche pour la moitié des individus qui font des séjours dans leur région. Il ne faut pas négliger l'aspect financier, surtout dans des contextes économiques tendus depuis quelques années. Effectivement, rester chez soi, ça coûte moins cher. On peut être logé gratuitement, même si on verra que les séjours sont aussi l'occasion d'aller dans des hébergements marchands. Mais on peut être hébergé dans sa famille, on peut être hébergé chez des amis. Et puis aussi, ça coûte moins cher en transport. De façon plus mineure, on a ces aspects un peu RSE, je dirais, la contribution à l'économie locale à hauteur de 28%, et puis le fait qu'on voudrait bien limiter son empreinte carbone. On parlait tout à l'heure du tourisme durable. On aimerait bien que ce soit peut-être plus élevé que 17%, mais c'est déjà un début. On choisit de rester dans sa région pour limiter son empreinte carbone et en pratiquant du tourisme de proximité. Alors, on l'a vu tout à l'heure, on a 60% des habitants qui font du tourisme en excursion ou en séjour. Ça veut dire qu'on a quand même 40% qui ne le font pas. Et ces 40%, ce qui est intéressant, c'est que les raisons pour lesquelles ils ne le font pas, en dehors du fait que, on a envie d'aller ailleurs, on veut voir d'autres choses que la région où on habite, on va chez des amis, eh bien, ils ont le sentiment, finalement, d'avoir fait le tour de leur région. 23% nous disent « je ne fais pas d'excursion, je ne fais pas de séjour parce que j'ai déjà tout visité ou presque ». Alors ça va être encore plus vrai chez les plus seniors d'entre nous, mais quand même c'est un taux non négligeable de réservoir d'individus à qui on peut leur dire « mais attendez, il y a encore des choses que vous n'avez pas vues » et toute la communication, toute la promotion de ces endroits d'excursion et de séjour trouvent toute leur justification. Et puis, on a cette deuxième raison qui est je ne sais pas quoi faire en fait, dans la région. Donc, je ne bouge pas, je reste chez moi, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à faire. Et c'est encore plus marqué chez les plus jeunes cette fois. A contrario, c'est les moins de 35 ans qui nous disent « je ne sais pas quoi faire ». Ce qui veut dire qu'on a un réservoir de visiteurs qui reste important et qu'on peut mobiliser pour mettre encore plus de proximité dans le tourisme des régions. Alors, un portrait des excursions type. Donc, vous le voyez en haut à gauche, il y a une petite carte qui sont en fait les départements de destination des excursions. Donc, tous les départements sont représentés. On a des excursionnistes qui vont rayonner à peu près sur tout le territoire, même si on a 3 départements qui tirent un petit peu plus leur épingle du jeu, que sont la Côte d'Or, le Doubs et le Jura, avec des taux de presque 70% pour chacun. Et puis, les autres départements qui bénéficient aussi de ces excursions, d'autant que les excursionnistes cherchent, bien qu'ils rayonnent dans la région, ils cherchent à aller maximum, disons, à 2 heures de chez eux. Vous voyez que la durée acceptable de trajet pour se rendre sur le lieu de l'excursion depuis son domicile, c'est pour 20% à moins d'1 heure et pour 39% à maximum 2 heures de chez soi. Donc ils rayonnent sur tout le territoire, à peu près dans tous les espaces. Vous voyez qu'on a la campagne, on a les plans d'eau, on a les villes, les vignobles, un petit peu moins la montagne. Mais enfin, on a une grande diversité de lieux de destination pour ces excursions où on se rend en grande majorité en voiture. On verra à la fin de la présentation les enjeux autour de la mobilité que ces excursions vont représenter. Et puis, on rayonne essentiellement en couple, 62%, mais aussi avec des amis ou des invités, 51%. Et vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de ce côté ambassadeur des habitants. On a près de 30% des excursionnistes qui font visiter la région à des gens qui viennent séjourner chez eux. Ils vont faire visiter la région à des amis, à des invités. Donc un poids assez important pour le développement touristique. Et puis, en plus, ils font ça
toute l'année, en toute saison, 46%. Après, on privilégie évidemment l'été et le printemps, mais enfin, c'est une source de revenus qui est toute l'année dans tous les espaces. Pour les séjours, on va retrouver à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on va rayonner sur le territoire. Alors, il y avait quelque chose qui nous avait un petit peu étonné, c'était que finalement, que ce soit pour les excursions et puis pour les séjours, le premier département de destination, c'est là où on vit. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément à passer les frontières, entre guillemets. On va d'abord rester dans son département avant d'aller dans les départements limitrophes, toujours avec ces notions de durée qui sont évidemment moins importantes pour les séjours. On peut aller plus loin quand on part en séjour que quand on part simplement en excursion. Et puis, on a des durées de séjour qui sont relativement importantes. On a 85% des séjournants qui vont partir entre 1 et 3 nuits, mais un quart qui vont partir en séjour dans leur région à hauteur de 25%. Et ces séjours, c'était aussi un élément un peu qui nous avait surpris, c'était qu'on les fait en hébergement marchand en grande majorité. Si le non marchand avec les amis et la famille représente 52%, et les amis, la famille, 45%, les résidences secondaires à hauteur de 6%, on a 85% des séjournants qui vont aller dans un hébergement marchand. C'est d'abord les gîtes locations et les hôtels, à égalité, 49%. Et puis on a des chambres d'hôtes, les hébergements insolites. Tout à l'heure, on parlait du camping, où effectivement vous avez une capacité très importante d'accueil en camping. Pour les habitants, ce n'est pas forcément ce qui va les attirer le plus. Ils ne sont que 14% à choisir ce mode d'hébergement lors des séjours. Comme pour les excursions, on va y aller en voiture, plutôt en couple, mais aussi avec des invités ou avec des amis de la région. Et que ce soit pour les courts ou les longs séjours, on va diversifier aussi les espaces avec la campagne, les plans d'eau, la montagne. Et puis on va, lors de ces séjours et de ces excursions, on va pratiquer un certain nombre d'activités. Alors ça, vous avez en bleu donc ce qui concerne les activités déjà réalisées lors d'excursions et puis à droite les activités pratiquées lors des séjours. Vous voyez que c'est relativement la même chose. On n'a pas des comportements très différents, quel que soit le type de séjour touristique ou d'excursion qu'on pratique. Et puis vous voyez qu'on leur a listé 14 types d'activités. Ils en font pas mal, puisque sur les 14 qu'on a listés, il y en a à peu près 6 qui ont déjà été pratiqués en moyenne, à commencer par tout ce qui a trait au patrimoine. C'est vraiment ce qui attire le plus, c'est d'abord ce qui a trait au patrimoine avec la visite des sites historiques, 78%, 70% en séjour. À peu près à égalité avec les balades, on aime bien se balader et visiter des villes. Et puis on va dans les musées. Et les visites d'ateliers, d'entreprises et de savoir-faire qui tirent aussi leur épingle du jeu dans cette filière patrimoine. On fait des balades, des randonnées à pied dans des sites naturels. On fait des randonnées à vélo, en VTT. D'ailleurs, la location est relativement importante, puisque parmi ces gens qui font des randonnées ou des balades à VTT, à vélo, on a entre 20 et 30% des habitants qui vont louer leur matériel. Donc c'est aussi un apport de business pour les loueurs. Le no-tourisme, un petit peu en retrait par rapport aux deux autres types de pratiques, 59%, 66%, avec à peu près dans un mouchoir de poche ce qui a trait aux visites des produits, des dégustations des produits du territoire, les balades dans les vignes, les dégustations de vin en cave, ou bien des visites pour découvrir le vin et les vignobles. Et puis on a des habitants qui aiment bien être dehors, donc il y a pas mal d'activités ludiques, encore plus s'il y a des enfants, avec les parcs animaliers, etc. Et puis on aime bien se baigner, on a vu qu'ils allaient dans les plans d'eau, c'était le deuxième type de destination, les plans d'eau, les lacs, pour ces séjours et pour ces excursions. Alors juste un petit point, c'est les chiffres du haut, vous venez de les voir, mais en bas, on a regardé un peu les mixités pour voir les recouvrements, et c'est vrai que ce qu'on mixe le plus volontiers, c'est le patrimoine et l'itinérance, 75 et 70%, un peu moins pour le no-tourisme, le patrimoine, le no-tourisme et itinérance, et on a quand même près d'un habitant sur deux qui fait des excursions ou des séjours, qui va faire un peu des trois activités de vos filières. Donc voilà, c'était un panorama rapide des pratiques. Et puis, on va finir avec la perception de l'offre et l'information. Là, on va très très vite, mais il y a beaucoup d'éléments dans l'étude que vous pourrez voir plus tard. La première information, c'est qu'on a des habitants qui sont relativement contents de l'offre de loisirs et de tourisme. Pourquoi je dis relativement ? C'est parce qu'on a 80% qui nous disent qu'ils sont satisfaits de cette offre, mais le taux de très satisfaits
Et quand même, ce qu'on aime regarder dans les études, ce sont les extrêmes. Je suis très content, je ne suis pas du tout content. On n'est qu'à 27% de très satisfaits versus 53% d'assez satisfaits. Donc on a une satisfaction bonne, mais relative, qu'on doit pouvoir améliorer, notamment peut-être que si on répond à ces attentes de découverte et d'accompagnement, on peut faire grimper encore, on a une marge de progression sur la satisfaction des habitants. Et on a aussi une marge de progression justement au regard de ce niveau d'information. On leur a demandé s'ils se sentaient bien, assez mal ou très mal informés sur l'offre. On a vu tout à l'heure, vous vous souvenez, que ceux qui ne le font pas, c'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ou ils ont l'impression qu'ils ont déjà tout vu. Donc là, on a une marge de progression. On n'a que les 2/3 qui se disent bien informés, dont seulement 13% très bien informés. Et ceux qui se sentent mal informés, ils ont en fait surtout des attentes d'idées. Donnez-moi des idées de sortie à la journée, donnez-moi des idées de week-end, dites-moi ce qu'il y a de nouveau à faire dans ma région, où est-ce que je peux aller visiter, c'est quoi les différents sites. Alors évidemment, le site Sortez chez vous devrait complètement combler ces attentes, puisque c'est normalement ce qu'on y trouve. Mais ce n'est pas encore vu, ce n'est pas encore forcément entré dans les habitudes d'aller sur ce site pour chercher des idées. En tout cas, il y a une marge de progression. Et on va finir avec cet enjeu sur l'offre de mobilité. Vous avez vu tout à l'heure qu'on a 13% des habitants qui nous ont dit ne pas faire d'excursion ni de séjour parce qu'ils n'ont pas de véhicule et qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Ils en ont envie, ils ne peuvent pas sortir. Et quand on les a interrogés sur un certain nombre de critères qui étaient importants pour choisir un lieu d'excursion ou choisir un lieu de séjour, on a l'accessibilité en transport public, que ce soit en car ou en train, qui va émerger de façon non négligeable, puisque pour une excursion, c'est un critère qui est pris en compte à hauteur de 38% et pour un séjour à hauteur de 42%. Donc c'est quelque chose sur lequel, bien évidemment, il va falloir que les acteurs se mobilisent pour faire une offre. Et j'en ai terminé. Comme je vous le disais, vous pouvez retrouver toute l'étude complète et détaillée sur le site pro. Merci beaucoup Isabelle pour cette présentation. Donc effectivement, elle est disponible et je le dis pour tous les collègues aussi institutionnels dans la salle, c'est une étude qui est à votre disposition pour reprendre les éléments qui peuvent concerner vos départements ou vos territoires. On vous la mettra également à disposition. En complément de cette étude, je voulais aussi interroger Jean. Alors Jean, c'est mon ancien collègue d'Occitanie pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais c'est surtout le premier qui a mis un L à CRT, c'est-à-dire qui normalement c'est Comité régional du tourisme. Et un jour, il a décidé, alors je ne suppose pas que ce soit juste un matin en te levant, mais en tout cas, tu as dû quand même un peu avoir une certaine réflexion et c'était quand même une décision importante. Et je voudrais que tu puisses nous partager les réflexions, en tout cas, qui ont conduit à ce changement pour une région comme l'Occitanie. C'est assez intéressant. Alors, on ne joue pas dans la même cour, on en a bien conscience, mais tout de même, je trouve que ton expérience est intéressante. En plus, c'est un franc-comtois, bourguignon franc-comtois, maintenant, on va quand même le dire. Et c'est intéressant qu'il puisse nous partager son expérience. Bien, merci pour ces mots. Peut-être juste pour démarrer, puisque tu as rappelé... Ouais, ça marche, non ? Ouais. Puisque tu as rappelé que j'étais franc-comtois, je suis bisontin d'origine, et j'ai démarré le tourisme, je faisais beaucoup de kayak à Besançon, et on transportait des jeunes pour aller en compétition, donc j'avais le permis bus, et puis j'étais brevet d'état kayak, et tous les étés, je faisais descendre la Loue à des touristes. Alors quand je dis des touristes, c'est pas tout à fait ça, parce que quand on voulait faire la promotion de cette activité, on montait dans les Hauts-Doubs, et en particulier dans les campings de Hauts-Doubs, en disant, tiens, on va aller chercher des touristes et puis on va leur faire descendre la Loue parce que c'est vachement beau. Et puis, ça ne marchait pas beaucoup et on est plutôt allé du côté de Besançon en disant, mais vous savez, une belle rivière à descendre juste à côté de chez vous. Et c'était plutôt des bisontins qui venaient faire la descente. Et le rapport a été grosso modo de 80-20. C'était 80% d'habitants, 20% de touristes qui étaient en présence. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Et puis dans une grande région comme l'Occitanie, alors il y a peut-être un biais sur l'Occitanie parce que c'est une région du Sud, c'est une région ensoleillée, et les gens d'Occitanie partent plutôt dans leur région, en tout cas plus qu'ici. On s'est rendu compte que oui, la part des activités de loisirs, elle était importante. Je le disais tout à l'heure au président du CRT, quand on a fait l'étude sur
les retombées du billet de train 1 euro. Il y a 3 catégories de gens qui prennent le train 1 euro. C'est un dispositif de la région. Tous les premiers week-ends de chaque mois, le train est 1 euro. Il y a les opportunistes qui devaient prendre le train et qui voilà, vont payer 1 euro et payer le prix. Il y a ceux qui laissent la voiture. Donc là, il y a un vrai report modal. Et puis il y a une troisième catégorie, c'est les gens qui n'auraient pas pris le train s'ils n'avaient pas coûté 1 euro. Donc c'est ceux qui nous intéressaient le plus. Quand on étudie sur une année la consommation de ces gens-là, donc des gens qui sont sortis de chez eux et qui ont pris le train, c'est 25 millions d'euros de consommation d'activités de loisirs. Ce sont des gens, pour nous, c'est des vrais nouveaux consommateurs. Et je regardais tout à l'heure le memento qui est très bien fait, donc je félicite l'Observatoire du tourisme de Bourgogne-Franche-Comté, parce que moi je n'ai jamais eu un comme ça chez nous, 220 pages, j'étais quand même assez étonné, voilà, c'est vachement bien. Et je regardais le chiffre de consommation, parce que on a une unité comptable en tourisme, c'est la nuitée. Mais on est le seul secteur de l'économie qui ne compte pas en euros. Enfin, on compte en nuitée, mais il faudrait quand même qu'on transforme les nuitées en euros. Et quand on compte les nuitées, on oublie de compter les activités de loisirs. Donc j'ai vu que vous faisiez de mémoire 4,6 milliards de business autour du tourisme. Je ne sais pas quelle est la part du loisir dans les 4,6 milliards, mais en tout cas, si on prend je retiens assez facilement les chiffres, je crois qu'il y a 25% et puis 27% dans l'enquête de gens d'habitants de Bourgogne-Franche-Comté qui sont à l'origine de vos nuitées, de vos 76 millions de nuitées. Si on rajoute à ça la consommation de loisirs, au moins un tiers du business de l'économie touristique est réalisé par des habitants. Et moi, ça m'a toujours très étonné de voir le rapport qui était assez disproportionné en ce qu'on mettait pour aller chercher des clientèles très très lointaines par rapport à leur poids dans le nombre de nuitées, et ce qu'on ne mettait pas dans les clientèles très proches parce qu'on considérait que c'était des clientèles acquises. Et moi, je voudrais, juste pour terminer sur ce point-là, vous alerter sur le fait qu'on aurait tort de considérer que c'est des clientèles acquises. L'économie du temps libre et finalement les confrontations qu'il peut y avoir dans l'usage du temps libre. On a des concurrents, nous, dans l'usage du temps libre. Cette concurrence dans l'usage du temps libre, en particulier par les acteurs du divertissement digital, elle est de plus en plus importante et on ferait bien d'y faire gaffe. Parce que c'est aussi notre boulot d'accompagner les habitants à sortir de chez eux. Moi, je dis souvent, l'économie touristique, elle commence dès lors que vous avez fermé votre porte et vous allez même, si vous allez manger au restaurant en bas de chez vous, les gens qui travaillent dans le restaurant sont comptabilisés comme de l'emploi touristique. Donc, c'est aussi notre boulot que de travailler à faire sortir les gens de chez eux. Il y a, à travers les écrans, à travers les abonnements des Netflix et autres chaînes, à travers le divertissement digital, il y a une forme d'assignation à résidence que je trouve assez dangereuse. Et on aurait intérêt à mettre plus de moyens sur cette concurrence-là que la concurrence que nous avons entre nous, parce que les Alsaciens voudraient faire venir telle ou telle clientèle, et puis les Francs-Comtois, telle ou telle clientèle. Enfin, je veux dire, on a plutôt intérêt à faire grossir la part du gâteau, et donc la part de marché de la consommation de loisirs. Moi, je considère que la vraie croissance de l'économie touristique, elle est plutôt à chercher dans les 40% des gens qui ne partent pas en vacances que dans les gens à l'autre bout du monde, et qu'on ne mesure pas l'attractivité d'une destination au nombre de kilomètres qu'ont fait les gens pour venir. Je cite souvent un exemple, parce que je prenais souvent une bière en sortant du travail, ou un café, c'est plus sympa de dire un café, sur la place du Capitole. Voilà, le café que vous payez place du Capitole, que vous habitiez Toulouse ou vous veniez du Japon, vous le payez au même prix. Par contre, c'est vrai que quand un bus de Japonais débarquait sur la place du Capitole, il y avait une forme de clameur, parce que des Japonais, voilà. Si vous avez un bus de Belges qui descendait juste après, il n'y a pas la clameur, parce qu'on ne les reconnaissait pas de la même manière. Mais voilà, il faut considérer que l'économie de loisirs, l'économie de proximité, dans toutes les régions, alors peut-être Paris un peu à part est différent, mais c'est au moins un tiers de la consommation. Merci Jean pour tes réponses, et je pense qu'effectivement ce fameux L qu'on a tous très envie de se réapproprier, je pense, en tout cas de manière très complémentaire, puisque je pense qu'il y a de la place effectivement pour tout le monde et tous les échelons pour se mobiliser pour cette clientèle qu'est l'habitant. Et quand on voit l'étude, il y a un élément qui nous a forcément fait tiquer, et en tout cas qui nous a un peu interrogé, qui était le manque d'information. On s'est rendu compte qu'il y avait un manque d'information chez certains habitants, et notamment dans ce contexte de manque d'information, entre guillemets, est-ce que tu trouves que les professionnels pourraient se mobiliser comment pour mieux faire connaître, et en tout cas quelles seront les décisions en tout cas qu'ils pourraient prendre pour inciter l'habitant à découvrir leurs pratiques, ou en tout cas la dynamique qui pourrait se mettre en œuvre auprès de dans leurs offres et dans ce qu'ils proposent aux habitants? Alors moi, je pense, avec un peu de recul, c'est facile de dire ça quand on vient de démissionner de son poste de CRT pour faire autre chose, mais je le disais déjà avant, donc je vais vous le dire de la même manière. Moi, je pense que
les organismes de gestion de destination, donc les offices, les CDT, les CRT, se fourvoient en mettant beaucoup d'argent sur la communication et pas beaucoup sur la formation. La langue française est plutôt bien faite, la com et l'info, ce n'est pas la même chose. Et je prends cet exemple que je rappelais tout à l'heure au président du CRT, toujours en lien avec les billets de train 1 euro et puis avec la mobilisation des habitants. Un jour, on a fait une vidéo de la vallée de la Dordogne, parce qu'on a un petit bout de la vallée de la Dordogne dans le département du Lot, près de Rocamadour, et qui est très sympa, là aussi, à faire du canoë. Vous avez compris que j'aimais bien le canoë. Et on a fait une vidéo de drone, voilà, il y avait 30 000 vues et 20 000 likes, donc... Voilà, en interne, on est plutôt satisfait de ce genre de résultats. Et puis, on a fait après une information à destination des gens qui étaient bénéficiaires d'une carte qui s'appelait carte oxygène. Donc, c'était principalement des familles dont le quotient familial ne dépassait pas 1 000 euros. Donc, des gens qui n'avaient pas la culture du voyage, qui ne partaient pas en vacances et qu'on voulait amener vers la consommation de loisirs. Et qui, malgré le fait d'avoir de la gratuité, puisqu'on monétisait cette carte, enfin la région à hauteur de 200 euros, puis qu'on donnait de la gratuité sur le train, ne la consommait pas beaucoup. Donc on voulait pousser de l'information. Et un jour, un jeudi soir, on a poussé une information en disant « Ce week-end, il va faire beau, c'est le moment d'aller découvrir la vallée de la Dordogne en kayak en famille ». Mais on a poussé cette information en disant « Vous allez à la gare Matabio de Toulouse pour prendre le TER de 8h41 direction Brive, vous descendez à la gare de Souillac à 9h52, vous avez là le prestataire qui est juste en dessous de la gare, avec votre carte, vous payez, c'est gratuit, enfin vous la donnez, ça sera gratuit pour vous. Le prestataire, une fois que vous avez descendu la Dordogne, vous ramène, et puis vous prenez le train à 17h58 pour rentrer à Toulouse le soir, et vous serez même au match de rugby si vous rentrez pas trop tard. Et bien là, vous mettez 60 personnes dans le train. La question de savoir, c'est est-ce qu'il faut continuer à mettre beaucoup d'argent pour faire des vidéos de drone ou est-ce qu'il faut mieux informer pour mettre 60 personnes dans le train? Moi, je suis persuadé qu'il faut faire les deux, mais que la deuxième action, on l'oublie un petit peu. Moi, je vais vous dire ce que m'ont dit mes équipes, qui m'ont dit, bon, si j'ai bien compris, parce que je n'étais pas pro marché lointain, ils m'ont dit, maintenant c'est fini, on n'a plus le droit d'aller en Australie, et tu demandes d'aller au quartier du Mirail pour faire sortir les gens. Ben oui, c'était un petit peu ça, parce que là aussi, c'était des nouveaux consommateurs et qu'on doit cette information. Et par rapport à la dernière diapo qui était sur le transport, considérer que les gens connaissent toutes les lignes de train, connaissent toutes les gares auxquelles il faut qu'on s'arrête pour aller pratiquer telle ou telle activité, ça ne marche pas. Je suis persuadé que si on interrogeait les Bisontins pour savoir où est-ce qu'on prend le train pour aller voir le Saut du Doubs, à quelle gare on descend, et qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on descend à Villers-le-Lac, parce que je crois que c'est Villers-le-Lac, pour aller faire la croisière ou Morteau, je ne sais plus, oui, Villers-le-Lac, c'est ça, pour aller faire un petit bout des bassins du Doubs et puis ensuite aller visiter du Doubs, on serait surpris finalement du peu de gens qui auraient cette information. Donc moi, je pense qu'il faut mettre plus de moyens sur l'information. La question, c'est de savoir comment on s'organise entre le niveau régional, départemental et communal, parce qu'on a tous des missions à faire. Tu l'as dit tout à l'heure dans le rapport d'activité à propos de la GRC, en disant comment on peut créer des bases de données communes. Moi, l'autre jour, j'ai fait un post, alors un truc un peu rigolo que j'ai trouvé dans la baie de Somme. Des restaurateurs d'une même commune dans la baie de Somme, ils sont 6 restaurateurs. Et ils ont fait une carte d'infidélité. Alors, je trouve ça plutôt génial sur le principe. Et l'infidélité, c'était de dire, bon, eh ben, ça ne nous gêne pas, restaurateurs, si vous revenez, vous allez manger dans le restaurant d'à côté. C'est plutôt malin comme idée. Si des restaurateurs sont capables d'avoir cette idée, moi j'espère que les organismes de gestion de destination qui sont toujours à vouloir garder l'information pour eux, la data c'est la mienne, j'ai pas le droit de la partager, voilà, sont peut-être un peu plus ouverts et que voilà, on soit sur des partages de données clientèle. Parce qu'après tout, je pense que dans l'information, plus on sera capable de pousser des informations personnelles par rapport à ce qu'on a identifié comme intérêt de la part des habitants, voilà, plus ça sera performant. Et puis cette donnée, elle est publique, elle ne nous appartient pas. On est bien d'accord. On fait partie, en tout cas, on essaye avec les collègues de se mobiliser toujours dans cette dynamique. On a encore des marges de progrès, on le sait. En tout cas, on essaye de s'améliorer chaque année. Et l'étude met également en évidence l'enjeu de la mobilité. Tu l'as vu et tu l'as souligné. C'est vrai que pour les habitants, c'est un enjeu important. Est-ce que tu peux nous faire part de ton retour d'expérience, notamment concernant la mise en place de l'Occitanie Rail Tour, parce que c'est un sujet que tu as porté personnellement et qui était quand même très intéressant. Donc ça serait intéressant que tu puisses le partager aussi avec nos administrateurs. Alors là aussi, pour être totalement complet,
moi, je fais partie de ce qu'on appelle les ferrovipathes, c'est les gens qui sont fous de train. Voilà, le pâte faisait référence à la pathologie, et je vous dis juste quand même d'où m'est venue cette maladie. Je passais mes vacances au Longeville-Mont-d'Or, juste devant la gare du Longeville-Mont-d'Or, et c'est avant le tunnel qui passe sous et qui permet d'aller à Valorbe. Et comme la voie est unique, les trains s'arrêtaient. Alors à l'époque, c'était pas des TGV, c'était des Trans-Europe Express. Et moi, j'étais fasciné par la clientèle qui était dans les Trans-Europe Express. C'était des beaux wagons en alu avec des clientèles d'affaires. Voilà. Donc, je ferme cette parenthèse. Mais si vous voulez voir les trains à Longeville-Mont-d'Or, il en passe encore, et c'est une activité très intéressante. Non, nous, on avait plus sérieusement, on avait d'abord un réseau de TER assez important qui maillait bien le territoire régional. Et puis, à un moment où, et ça rejoint quand même les enjeux clientèle de proximité, à un moment, on veut parler de tourisme durable, il y a un moment, il faut qu'on soit clair. Enfin, je veux dire, si on veut réellement faire du tourisme durable, il va falloir voyager moins loin, et de manière plus propre. Et le train, voilà, même si certains disent que ce n'est pas tout à fait vrai, mais le train est quand même la mobilité la moins carbonée qui existe aujourd'hui. Et ce qui nous intéresse au départ, c'était, parce qu'une grande région comme l'Occitanie, même si on dit que le nom est bien trouvé, c'était assez dur de trouver un positionnement qui satisfasse à la fois les gens de la Camargue, à la fois les gens des Pyrénées, à la fois les gens du Gers, ou à la fois les gens de la Lozère. Donc il fallait qu'on trouve autre chose, et on a trouvé le train comme finalement ce qui pouvait rassembler l'ensemble de ces populations à travers ce maillage TER très, très important. Et on voulait, nous, associer l'image du train, et en particulier l'image du train pas cher, à l'Occitanie, en particulier pour les clientèles nord-européennes. Donc ce qu'on a commencé à faire, c'est marketer le réseau TER. Alors je dis ça n'a l'air de rien, mais vous donnez des noms aux lignes. Voilà, vous avez la ligne des plus beaux villages, parce que si vous prenez la ligne entre Toulouse et Figeac, vous allez passer dans 5 plus beaux villages de France. Vous avez la ligne des Bastides, parce qu'il y a beaucoup de villages avec des Bastides. Vous avez la ligne de la Méditerranée, la ligne de Lourdes qu'on appelle la ligne des miracles, non c'est pas vrai, et puis voilà, la côte Vermeille, enfin, autant de l'Aubrac, des Cévennes. Donc voilà, on a donné un nom et une couleur à chaque ligne, et puis surtout on a pris chaque ligne, on les a présentées comme des lignes de métro. Vous avez déjà pris le métro, vous savez, on met les stations. Et quand on clique sur notre site sur une ligne, et quand on clique sur une gare ou une ville, et ben là, on se reconnecte avec le SIT, donc le système d'information touristique, et voilà, on met toutes les activités possibles qu'on peut faire. La nouvelle version qui devrait sortir incessamment sous peu va permettre de dire, voilà, moi j'habite à Toulouse, j'ai envie de faire du kayak, quelle ligne je dois prendre et à quelle gare je dois descendre. Et ben, quand vous habitez Toulouse et que vous voulez faire du kayak, vous avez 5 lignes de train et 10 gares au départ de Toulouse qui, en moins d'une heure, vous permettent de descendre à une gare et de faire du kayak. Mais là, c'est la même chose. Si vous posez la question aux Toulousains, et même les gens de la SNCF ne le savaient pas. Donc voilà, ça veut dire que quand on passe de la com à l'info, il faut aussi faire ce travail. Donc voilà, on mesure, nous, la performance de l'Occitanie Direct Tour à travers les ventes, puisque c'est un pass, hein, c'est 10 € par jour pour voyager de manière illimitée sur l'ensemble du réseau TER. On l'a lancé au mois de mai l'an dernier, donc on va avoir 1 an de recul. On aura fait grosso modo 25 000 journées. Les objectifs pour 2024, c'était de doubler, d'arriver à 50 000 journées. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est que les habitants se sont complètement accaparés, alors pas seulement du billet Occitanie Direct Tour, parce que quand on a un billet de train à 1 €, on n'achète pas un billet de train à 10 €. Voilà. Et puis les jeunes voyagent gratuitement en Occitanie avec leur carte d'abonnement. Donc on vise plutôt des touristes, là, pour le coup, des gens qui viennent de l'extérieur. Mais voilà, c'est l'outil et en particulier le site internet. On a fait un guide Michelin. Alors aussi, moi, ça m'impressionne parce que maintenant j'habite à Clermont. Michelin, ils font des guides pour user des pneus de voiture, hein, pas pour mettre des gens dans le train. Donc c'est la première fois que Michelin faisait un guide sur le train. Donc Michelin a repris les noms des lignes et puis a représenté ce qu'on pouvait faire quand on descendait à chacune des gares. Donc pour ce qui est de l'attribution de l'image d'un voyage décarboné dans une région européenne, voilà. Je trouve que ça a plutôt bien marché. C'est surtout ça qu'on est capable d'évaluer, qui, je pense, nous donnera beaucoup de satisfaction. Merci Jean. L'idée par rapport à ça, c'est comment est-ce que dans la dynamique qu'on a mis en place et par rapport à l'habitant, puisque l'habitant reste une cible importante pour nous aussi et pour nos collègues aussi des offices, des départements et de tout le monde voudrait encore capter cette clientèle de l'habitant. Et on a quand même ces marchés étrangers qui, quelque part, on a la chance d'avoir des marques
multiples, hein, parce que tu avais la chance de t'appeler Occitanie, j'ai la chance de m'appeler Bourgogne-Franche-Comté, mais j'ai quand même 3 destinations à mettre en valeur. Donc c'est vrai que forcément, tu réduis un peu ta part d'action. Donc l'ambition par rapport au travail qu'on peut être amené à conduire, notamment en direction de l'habitant, c'est de travailler tous de manière complémentaire, comme tu le disais. La part du gâteau est importante. Tu nous signifiais cette importance et cette différence entre information et communication que je partage très largement. Après, comment est-ce que justement l'information, on peut mieux la diffuser, mieux la faire connaître, et quelle est ta perception, en tout cas sur une région que tu connais, des améliorations, des pistes d'amélioration qu'on pourrait éventuellement identifier dans une région comme la nôtre? Le tourisme, c'est une économie de services. Donc si on veut mieux informer, ça veut dire qu'il faut créer des nouveaux services. Moi, je veux dire, de manière complètement basique, c'est ça. En Occitanie, il y avait 175 offices, 13 CDT, 1 CRT. Quand on cumule la totalité des salariés dans ces structures, ça faisait 2500 personnes. Et la question, c'est de savoir comment ces 2500 personnes ne font pas la même chose, ne se concurrencent pas dans ce qu'elles font, et comment on est capable de dédier, dans le temps de travail de ces 2500 personnes, une partie plus importante pour justement travailler à l'information. Mais je reconnais que c'est facile à dire aujourd'hui, surtout quand j'en suis sorti, mais on a eu des réunions assez difficiles, parce que c'est un peu toujours la même histoire. On a l'impression que c'est moins valorisant. Moi, j'étais consultant avant, puis je reprends ce métier aujourd'hui, mais j'ai travaillé dans une région, je ne citerai pas, où l'élu en charge du tourisme m'a dit, quand on lui disait, mais il faut travailler la clientèle de proximité, parce que là, il y avait beaucoup d'habitants dans cette région, en tout cas beaucoup plus qu'en Occitanie et même en Bourgogne-Franche-Comté. Il m'a répondu, Jean, tu as raison, mais il me faut des clientèles étrangères, et en particulier des clients asiatiques, et je vous promets que c'est vrai. Et il me dit, parce que ça se voit. Voilà, il faut qu'on arrive à sortir de ça quand même, parce que sinon on est mal barré. Donc il faut qu'on se sorte de la tête qu'il y aurait des clientèles plus prestigieuses parce qu'elles viendraient de loin, et qu'on aurait fait un travail finalement bien plus important pour aller chercher ces clientèles lointaines, et puis des clientèles proximité où il suffit de claquer des doigts ou de passer une information dans le réseau France Bleu pour considérer que ces gens-là viennent. C'est pas vrai. Enfin, et quand on a, une clientèle qui pèse 30-35% du poids de l'économie, ça fait beaucoup. Et puis, ça a été dit tout à l'heure, il y a aussi la part des habitants qui accueillent des visiteurs. Alors moi, je le raconte souvent, alors je vais vous le dire avec sincérité là aussi, moi je prenais cet exemple parce qu'en Occitanie, si vous avez une grand-mère qui habite à Collioure, vous venez plus facilement la voir que si vous avez une grand-mère qui habite à Gourjon. Alors je prenais mon exemple perso, je ne sais pas si vous connaissez Gourjon. Gourjon, c'est un village de Haute-Saône qui est tout au nord de la Haute-Saône, et mes grands-parents habitaient là-bas, et moi j'y allais pour ramasser les patates et les haricots l'été. J'aurais préféré avoir une grand-mère à Collioure. Bon, alors j'aurais pas dû dire Gourjon ici, j'aurais dû dire Roubaix, mais n'empêche que ça, on a calculé en moyenne. D'abord, 70% des habitants nous disaient oui, on accueille des familles et des familles amies. Et quand on leur demandait de quantifier le nombre de nuitées qu'ils réalisaient, qui sont ces fameuses nuitées non marchandes, c'était 28 nuitées par foyer. Je ne sais pas si vous imaginez. Moi, j'ai une grande maison en Auvergne et comme c'est central, ce week-end, j'invite 8 copains de Besançon qui viennent chez moi. Ils vont dormir 3 nuits, ça fait 24 nuitées. J'ai calculé que par année, je faisais 200 nuitées non marchandes. Donc ça fait beaucoup. Je vais demander une prime au CRT Aura là, pour faire ça. Oui, peut-être une taxe de séjour. Mais voilà, c'est important. Donc si on additionne à la fois les habitants et les visiteurs qui peuvent être influencés par les habitants pour sortir. Je travaille à Orléans, moi je suis allé visiter 17 fois le château de Chambord. Ouais, j'aurais aimé avoir un pass pour aller visiter le château de Chambord, parce qu'au bout d'un moment, j'en avais marre de payer. Mais voilà, il n'y a pas de clientèle. Et moi je pense, pour répondre vraiment de manière pragmatique à ta question, il faut mettre des ressources sur cette population et sur l'information de cette population, ce qu'on a du mal à faire. Voilà, pour des raisons, un peu d'image, en disant il y aurait des clientèles qui vaudraient plus et des clientèles qui vaudraient moins. Maintenant, il faut sortir ça de la tête, c'est pas vrai. Et puis de toute façon, voilà, il faut qu'on se dise les choses. Hein. Si on veut faire du durable, on est condamné à mieux travailler ces clientèles de proximité. Ça a été dit tout à l'heure parce que ça crée de la fierté aussi. On est fiers d'avoir 8 sites, hein, c'est ça, autant qu'en Occitanie. 9. Ah bon. Donc ouais, on est fiers de ça. Tout à l'heure on parlait des bureaux des tournages. On est fiers quand les films. Alors je me permets aussi cette petite plaisanterie quand même parce que je peux pas la louper. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Bonheur est dans le pré.
Hein, voilà. Bon, le bonheur dans le pré, ça a fait le bonheur du Gers, hein, qui a bien surfé sur l'occasion. Et moi, je me souviens que, alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui représente le Jura, à l'époque, le président du département du Jura avait demandé à Châtier de rembourser la subvention qu'il avait donnée parce qu'il y avait d'un côté Michel Serrault qui était triste dans son usine à Balai-à-Chiottes où tout le monde l'embêtait et il pleuvait tout le temps. Et puis de l'autre côté, quand il arrivait dans le Gers, il revivait avec Cantonade. Alors des fois, les films sont positifs ou négatifs. Mais voilà, mais bon, je pense qu'il faut affecter des ressources à ce marché qui a ses spécificités et qui demande, oui, une gestion de l'information plus affinée. Merci, mais je crois qu'aussi il y a quand même une difficulté, c'est qu'on a souvent le sentiment de jamais être prophète en son pays, et je pense que ça fait partie aussi des éléments parfois qui peuvent être un frein. Les clientèles étrangères, c'est des clientèles qu'on a par habitude, entre guillemets, toujours continué de travailler. Comme je l'ai présenté tout à l'heure, on a aussi décidé de rationaliser, se rendre compte aussi parfois des moyens qu'il fallait investir, et en tout cas la dynamique qui est nécessaire d'entreprendre pour les captiver et en tout cas leur donner envie. On en a aussi qui viennent s'installer de plus en plus dans notre région. On a aussi cette chance-là. Donc c'est vrai que ces clientèles étrangères ne sont pas complètement à bannir, bien entendu. Et en tout cas, on ne le fera pas sur un comité régional du tourisme comme le nôtre. Ça, c'est une évidence. Mais c'est vrai que demain, un touriste peut devenir aussi un habitant. C'est un gros travail qui est entrepris aujourd'hui par la collectivité régionale et par les départements de la Bourgogne-Franche-Comté. Et on voit justement cette complémentarité de mission pour cette attractivité résidentielle qui est un signe assez important pour notre région. Mais moi, je ne dis pas qu'il faut arrêter l'action sur le marché étranger. D'ailleurs, nous, on ne l'a jamais arrêté, même si on a mis beaucoup moins. Enfin, sur certains marchés, pour le coup, on l'a vraiment arrêté, mais même si on a mis beaucoup moins. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'on arrête sur un marché que les clientèles ne viennent plus. Il faut aussi être un peu modeste par rapport à ça. Mais je prends cet exemple parce qu'il a été l'objet d'une longue lutte de ma part en Occitanie. On est la région qui a le plus de résidences secondaires. 530 000 résidences secondaires. 530 000. Un week-end en résidence secondaire, c'est en général 2 nuitées, celle du vendredi, celle du samedi, des fois celle du samedi, celle du dimanche. Et quand on vient passer un week-end en résidence secondaire, en moyenne, sur les stades qu'on avait, c'était 3,8 personnes, donc quasiment 4. Donc un week-end dans une résidence secondaire, c'est 8 nuitées. Vous multipliez par 530 000 et vous êtes quasiment à 5 millions de nuitées. Un week-end de plus. Donc quand on a réuni l'ensemble des offices en disant il faut que on amène plus souvent les propriétaires de résidences secondaires, qui sont en plus des gens un peu de proximité quand même. Vous avez d'un côté 5 millions de nuitées supplémentaires, et puis de l'autre côté, j'avais ma responsable des marchés étrangers qui me disait « Oui, mais quand même, les Japonais, c'est important, parce que la région a des relations avec les Japonais. » Le nombre de nuitées japonaises en Occitanie, c'était 60 000. Voilà, 60 000. Alors on nous disait, oui, on peut faire plus de 20%. Vous faites que le calcul, 20% de plus de 60 000, ça fait 72 000, 12 000 de plus. Et de l'autre côté, vous avez 5 millions de nuitées potentielles pour les résidences secondaires. C'est cette espèce de mythe qu'il faut qu'on arrive à casser. C'est du mythe. Et il faut qu'on arrive à casser ça, il faut qu'on soit pragmatique, et je le redis, que ce soit place Granvelle, que ce soit, je ne sais pas comment ça, place d'Arc, non, ça existe, voilà, place d'Arcy, pardon, excusez-moi, ou place du Capitole, un café qui coûte 2 €, il coûte 2 € pour un Dijonais, il coûte 2 € pour un Bisontin, il coûte 2 € pour un Japonais, et il n'y a pas de différence à faire. Merci Jean pour ces éléments. Patrick, je ne sais pas si tu veux conclure cette table ronde et en tout cas remercier, il y a des questions bien évidemment qui seront aussi dans la salle puisque c'est un peu l'objet aussi d'avoir un débat s'il y avait des questions qui étaient nécessaires. En tout cas, peut-être avant que Patrick, tu veuilles rajouter quelque chose. Il y a des questions dans la salle, donc allez-y. J'ai vu votre index se lever. Vous avez un micro, ouais, c'est bon. Il faut un micro. Et donc Bénédicte Nastorian Tourisme, c'est pour Jean. Sur ton exemple du train à 1 € et puis de l'information très pratico-pratique qui est absolument géniale, moi je trouve, comme solution. Ma question c'est, est-ce que ça veut dire que quand les gens arrivent, ils ont une solution de mobilité pour se rendre justement au club de canoë-kayak une fois qu'ils arrivent à la gare ? Parce que nous, notre problème principal, en tout cas dans Lyon, c'est qu'une fois que les Parisiens, par exemple, arrivent à la gare, il n'y a rien. Alors, je le dis souvent de manière provocatrice, je dis que le dernier kilomètre, c'est un mythe, mais pour le coup, on
on ne va pas faire la mythologie tout l'après-midi, mais des solutions, ça existe. Et pour répondre à ta question, et en particulier sur cet exemple du canoë-kayak, on avait un prestataire à Ax-les-Thermes, donc c'est en Ariège, qui faisait donc des descentes de kayak pour des familles, et qui était à 5 km de la gare. Donc autant dire que ce n'était pas forcément facile de faire marcher les gens qui sortent du train pendant 5 km. Et ce prestataire, on lui a demandé s'il était prêt à venir sur un horaire de train. Alors, quand je dis un horaire de train, c'est il part de 9h05 à Matabio, il arrive à 9h57 à Ax-les-Thermes. Est-ce qu'il était d'accord pour venir à 9h57 tous les samedis, tous les dimanches de juillet et août pour aller chercher des Toulousains? Il s'est engagé à le faire sans réservation. C'est-à-dire qu'il était là, des fois il y avait du monde, des fois il n'y avait personne, quand il pleuvait il n'y avait personne, quand il faisait beau il pouvait y avoir du monde, il m'était même joué de faire 2 allers-retours. Le gars, il nous a demandé à recommencer et il a expliqué à tous ses collègues qu'ils avaient plutôt intérêt à faire ça. Donc des solutions du dernier kilomètre, elles s'organisent aussi comme ça. Elles s'organisent avec des acteurs qui se mettent ensemble pour aller chercher les prestataires. On a la chance, nous, alors, parce que c'est la géographie qui veut ça, d'avoir encore 4 trains de nuit, parce qu'on est assez loin de Paris. Il y a 45 gares qui sont desservies par les trains de nuit. Et on s'est posé la question, quand tu arrives à la gare de Cahors à 6h30 du matin, en prenant le train à Paris à 22h, il roule très lentement, les trains pour arriver le lendemain, tu sors à 6h30 du train, qu'est-ce que tu fais même si c'est en plein été. Et on est allé voir les hôtels, on a demandé à l'office de Cahors d'aller voir les hôteliers en leur disant, est-ce que vous êtes prêts à accueillir les gens dès 6h30 du matin si la chambre est libre? Pourquoi il faudra attendre 15 heures pour une remise de clé alors que la chambre est libre? Par contre, on leur a dit, vous mettez le petit déjeuner et vous faites payer plus cher. Donc on les appelle les hôtels 150 parce que en fait, ça coûte 150% du prix de la nuitée du samedi, donc en rajoutant. Voilà, c'est l'ensemble de ces solutions. Moi, je le redis, l'économie touristique est une économie de service. Moi, je note que les services les plus impactants qui ont transformé l'économie, c'est Blablacar, c'est Airbnb. Voilà, on n'est pas obligé de le laisser toujours aux acteurs privés, même si c'est très bien qu'ils le fassent, mais que les acteurs publics peuvent aussi imaginer de nouveaux services. Et là, le travail que fait, on a 16 offices de tourisme qui sont accompagnés dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt qu'on a fait avec le soutien financier de l'ADEME et d'Atout France. Leur mission, c'est de passer du rôle et de la mission d'office de tourisme à l'office de tourisme et de la mobilité, et de trouver des solutions pratiques, vélo électrique, ramassage en bus, ou prestataire qui vient chercher les gens directement. Donc ça ne marche pas à tous les coups, je te le dis tout de suite, il faut être honnête. Mais voilà, il y a des solutions assez pratiques qui peuvent être mises en place. Ouais. Ok, merci Jean. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si derrière les écrans, il y a des questions aussi qui se mobilisent. Pas plus que ça. Voilà, des remerciements, c'est super. Donc, avant de passer la parole à Patrick, je voudrais juste remercier les personnes qui ont été avec nous et la mobilisation de tous aujourd'hui sur cette Assemblée Générale et cette table ronde. Et simplement vous dire que j'ai oublié de le faire tout à l'heure. À la fin de la réunion, vous pourrez récupérer un kit par marque de destination qui a été fait en partenariat avec l'ADEME. On parlait du tourisme durable, qui est des petites affiches qui seront disponibles également sur Internet, puisque comme c'est durable, c'est à chacun de l'imprimer éventuellement, pour mettre dans les différents établissements sur une pratique durable dans les établissements. Donc c'est logoté au nom des destinations. Donc voilà, excusez-moi pour cet oubli. Et Patrick, je te laisse la parole. Merci. Alors je voudrais remercier évidemment les 5 participants, enfin 4 plus l'animatrice en chef, et je vous propose de les applaudir. Merci. Merci beaucoup. Je partage plein de choses qui ont été évoquées. Il est un peu tard pour que je m'exprime là-dessus, mais tout à l'heure, j'ai évoqué les questions de communication et je rejoins beaucoup l'analyse de Jean Pinard sur le sujet. Merci également à vous toutes et à vous tous d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je salue également les administrateurs qui étaient en distanciel, comme on dit, et je vous dis à très bientôt donc pour nos prochains événements que j'ai plus en tête, mais il y en a tellement qu'il y en aura forcément dès la semaine prochaine. Merci à vous toutes et à vous tous et à bientôt. Il y a un café pour ceux qui veulent reprendre la route et pas partir sans rien. En tout cas, merci pour votre présence. Le prochain temps fort, c'est le Melting Pot, donc réunion des offices de tourisme, sur le tourisme responsable le 6 juin prochain à Dijon, à l'hôtel Mercure. Merci à tous.